Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de l'épisode. Si vous n'avez pas encore écouté la première partie, ou que cela fait longtemps et que vous avez un peu oublié, alors je vous conseille d'y aller pour mieux profiter de celle-ci. Bonne écoute. Maintenant, dans le cadre d'un avoir président, à un moment donné, 45, 50, 55 ans, il y a une décision, on se dit, bon ok, je veux arrêter, je veux changer peut-être de statut, et donc là, qu'est-ce qui peut se passer? Donc tout ça a une incidence sur les trimestres, sur le montant, etc. Donc comment, en gros, est-ce que tu peux définir quelles sont les principales conséquences pour ensuite comment on creuse et comment on arrive à, en restant sur des généralités, avoir des idées de ce qui se passe? Mais bien sûr, de toute façon, c'est la question première des gens qui se projettent sur leur retraite, c'est « et si ?» Et si j'arrête, et si j'ai une période de chômage, et si je fais un au revoir président, je change. Là, forcément, donc tu l'as bien dit, hein, la problématique, c'est le changement de statut. Vous passez de salarié à potentiellement indépendant ou à un autre statut. Changement de statut dit changement de cotisation. Et donc, vous allez avoir une différence dans votre retraite. Après, il faut toujours relativiser. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous vous rémunérez, eh bien, vous allez continuer à cotiser. À partir du moment où vous continuez à cotiser, vous allez continuer à valider des droits. Et du coup, si vous continuez à vous rémunérer un minimum par an, vous aurez toujours vos 4 trimestres dans l'année. Et par exemple, sur votre retraite de base, vous ne viendrez pas impacter de manière trop importante de votre retraite de base. En revanche, sur votre complémentaire, si vous passez de salarié à indépendant, vous ne serez plus à l'Agirc Arrco, vous pouvez changer de caisse et par exemple passer à la caisse du RCI, régime complémentaire des indépendants, où là le système est pareil, vous allez avoir un système de points sur la base de vos cotisations et ces points seront transformés en euros. En revanche, quand on passe indépendant comme ça et qu'on crée une société, forcément on a une baisse dans sa rémunération, ça arrive toujours, en tout cas très souvent, donc forcément vous avez une baisse dans votre quotité de points, donc vous allez avoir un impact sur votre retraite. Mais, et c'est là l'important de s'emparer du sujet et de projeter, c'est de combien est-ce qu'on parle. Parce qu'en fait, si vous faites un au revoir président à 58 ans et que vous demandez votre retraite 5 ans plus tard à 65 ans, vous avez potentiellement 30 ans de carrière derrière vous, 35 ans de carrière, et du coup vous allez impacter votre retraite sur quelques années. Donc si on a un impact de 5 années sur 35, vous voyez que statistiquement, vous n'allez pas forcément torpiller votre retraite comme certaines personnes peuvent s'inquiéter. Donc nous, ce qu'on conseille, c'est mettez des chiffres sur votre projet. Si jamais vous changez de statut, que vous passez d'une rémunération de 150 000 à 50 000 euros sur les premières années en tant qu'indépendant, quel est l'impact sur ma retraite? Et tous les droits que vous avez validés dans le passé restent à date. On ne vous retire pas vos droits, ils seront convertis en euros. La seule erreur, entre guillemets, importante que vous pouvez faire, c'est arrêter de valider des trimestres. Parce qu'en ne validant pas des trimestres, vous décalez votre âge de taux plein ou vous allez devoir demander votre retraite avec des décotes. Et ça peut avoir un impact sur votre retraite. Alors ça, c'était ma question justement. Si, parce que là, on dit qu'il faut continuer à cotiser et on voit qu'il faut très peu de rémunération pour continuer à valider les trimestres pour arriver au fameux 172 et donc avoir droit à une retraite certes plus basse que si j'avais continué ma carrière, mais quand même avoir droit à une retraite. En revanche, la personne qui dirait, bon ok, moi j'ai 55 ans, j'ai suffisamment mis de côté, je vais avoir une vie plus avec moins de besoins, donc finalement le patrimoine que j'ai me permet de vivre. Et si la personne s'arrête complètement, là qu'est-ce qui se passe? Elle a pas le droit de retraite ou elle aura quand même? Et si oui, donc elle aura pas les trimestres. À partir de quand? Quel montant? Et ça aussi. Ça c'est une très bonne question. Donc, la personne qui s'arrête totalement, si elle ne fait rien, elle pourra prendre sa retraite à partir de son âge minimum. Mettons que son âge minimum est 64 ans du fait de la réforme. Elle pourra prendre donc soit sa retraite à 64 ans à taux minoré avec une décote parce qu'elle aura quand même validé potentiellement 130, 140, 150 trimestres sur les 172. Ou elle peut attendre l'âge de 67 ans qui est le taux plein d'office. Ça, on en a aussi entendu parler. Dès que vous demandez votre retraite à 67 ans, qu'importe le nombre de trimestres, on vous accordera le taux plein. Et du coup, vous aurez 100% de vos droits. On ne viendra pas diminuer votre montant de retraite. Donc ça c'est la première manière de faire, mais elle aura quand même le droit à sa retraite. Donc 67 ans égale comme si j'avais 172 trimestres. Oui, d'accord. C'est-à-dire que si on prend par exemple le cas de la complémentaire de l'Agirc Arrco, on disait tout à l'heure vous avez des points, c'est simple, vous avez 10 000 points, on la multiplie par la valeur du point. Si vous avez le taux plein, le calcul s'arrête là. Point fois valeur du point vous donne votre retraite brute. S'il vous manque des trimestres, par exemple 4 trimestres, on va faire point fois valeur du point fois une décote. Moins 1% par trimestre. Vous allez subir 4% de décote. Et bien ça, à 67 ans, vous ne le subirez pas. D'accord. Donc au niveau de votre caisse complémentaire, il n'y aura pas d'impact. En revanche, au niveau de votre caisse de base, on parlait du calcul tout à l'heure avec les 25 meilleures années, la fin du calcul que j'ai retiré par simplicité, c'est qu'il y a un petit ratio qui est nombre de trimestres validés à l'assurance retraite sur nombre de trimestres totaux.
Donc si vous avez 172 sur 172, c'est un ratio de 1. En revanche, si vous vous arrêtez avant et que vous avez par exemple 150 trimestres, la fin du calcul, ce sera donc votre salaire annuel moyen fois 50% fois le ratio de 150 sur 172. Donc là, vous aurez une diminution. Donc si je comprends bien, ça affecte surtout la retraite de base, Exactement. qui est dans le cadre d'un cadre dirigeant, qui est la partie la plus faible par rapport à la complémentaire. Et donc finalement, l'impact sera peu si je m'arrête Exactement. Si je m'arrête plus tôt. Hein, exactement. Et dans ces cas-là, l'impact sera peu si vous demandez à 67 ans. Par contre, vous ne pourrez pas demander avant parce que là, vous aurez des minorations. Et donc, ce qu'on peut faire, s'il y a des gens qui sont dans cette situation ou qui envisagent de faire cette situation, l'assurance retraite vous autorise à cotiser de manière volontaire. C'est-à-dire que vous sortez du schéma de salarié, vous pouvez quand même rester affilié de manière volontaire et payer des cotisations. Ça va vous coûter, vous paierez tous les trimestres, ça va vous coûter à peu près 7 000 € par an si vous êtes dans une rémunération qui dépasse 43 000 € bruts par an. Et ça vous permettra de continuer à valider vos trimestres chaque année. Et dans ces cas-là, il y a juste un ratio, il y a un calcul financier à faire qui est ce que ça vaut le coup de continuer à payer 7 000 € par an de ma poche jusqu'à pour acheter les trimestres en fait. Voilà, jusqu'à 64 ans et avoir ma retraite à taux plein, ou est-ce qu'il vaut mieux placer cet argent, l'économiser et accepter une retraite à taux minoré? Et ça, seuls les chiffres peuvent nous le donner. D'accord, donc là on voit qu'il y a un peu d'ingénierie derrière avec des tableaux, des calculs, des simulations, des options. Malheureusement, on est en France, c'est forcément compliqué. Ok. Et donc là, je me remets encore une fois dans la position où au revoir président est décidé. Donc généralement, ce qui se passe, c'est que la personne, parce que sinon c'est juste changement de job, donc c'est la personne, on va prendre l'hypothèse, un changement de statut. Donc je crée une société. Donc généralement, en France, on peut bénéficier avant de créer une société ou en parallèle, on peut bénéficier du chômage. Donc est-ce qu'avec Pôle emploi, qu'est-ce qui se passe pendant cette période où on n'est pas encore complètement indépendant et on est encore raccroché à Pôle emploi? Bien sûr. Et le gros avantage, c'est qu'on est en France et le chômage est extrêmement protecteur des salariés en France. Et cette protection, elle s'étend évidemment à la retraite. Donc, si vous avez eu des périodes de chômage indemnisées pendant votre carrière ou si vous pensez que vous allez en avoir dans le futur, pas de panique. Voilà, pas de panique. 50 jours de chômage indemnisé vous donnent droit à un trimestre. Donc, si vous faites 200 jours de chômage indemnisé, vous avez vos 4 trimestres. Vous ne pouvez pas avoir plus de 4 trimestres par an. Donc, sur le côté caisse de base et trimestre, vous êtes protégé. En revanche, si on est un tout petit peu technique, on ne retiendra pas de salaire sur ces années de chômage. Vous savez, tout à l'heure, sur vos 25 meilleures années, vous aurez bien vos 4 trimestres, mais vous n'aurez pas de salaire. Voilà. Mais vous avez vos 4 trimestres, qui est de loin le plus important. Ensuite, au niveau de la complémentaire, là où c'est extrêmement intéressant, c'est que vos points que vous allez valider ne vont pas être assis sur vos indemnités chômage. Qui sont généralement capées pour un cadre dirigeant, donc beaucoup plus bas que le salaire. Ouais. Mais vont être assis sur le montant de votre rémunération avant que vous soyez au chômage. Donc si vous aviez 150 000 € bruts de rémunération avant votre chômage, vous aviez donc un nombre X de points qui allait en face, vous aurez le même nombre de points quand vous serez au chômage. Attention, ça c'est limité à 4 fois le plafond. Donc là aujourd'hui on est à 44 000 €, donc ça va être limité jusqu'à à peu près 180 000 € de revenus par an. Mais en tout cas, au chômage, vous aurez, si jamais vous aviez une rémunération de 250 000 €, vous validerez des points Agir Carco sur la base d'une rémunération de 180 000 €, ce qui est quand même très protecteur et très intéressant. D'accord, ok. Donc être au chômage est équivalent à être en fait employé de mon dernier job si ça dépasse pas le 4 plafond. Fois le plafond qui est à 44 000 €, donc 4 x 4, 44 x 4. D'accord, ok. Très bien. Donc, et ensuite, donc, pour pouvoir continuer à valider les trimestres, donc j'ai compris que soit on achète, soit je redeviens salarié mais dans la propre structure, ça c'est possible aussi. C'est possible aussi, en fonction de la structuration juridique que vous allez choisir, même on va vous obliger cette assimilation salariée. Demain, vous montez ce qu'on appelle une SAS, Société par Action Simplifiée. Vous êtes président de la SAS, le président a un statut d'assimilé salarié. Ça veut dire que vous paierez les mêmes cotisations sociales qu'un salarié, mais attention, parce que du coup, vous allez payer les cotisations salariales et les cotisations employeurs. Donc vous allez payer à peu près 70-75% de cotisation par rapport à votre rémunération. Il faut décider si c'est le bon arbitrage. C'est une manière de vous protéger au niveau de votre retraite, parce que vous allez payer beaucoup de cotisations, donc avoir beaucoup de droits, mais c'est aussi faire peser un poids sur la société nouvellement créée. Et à partir du moment où on est indépendant, c'est cet avantage qu'on a par rapport au statut de salarié. On a plus de flexibilité sur sa rémunération et sur ses cotisations, et donc il y a peut-être des arbitrages à faire de ce côté-là.
Ok. Tu parlais de protection, protégée avec la retraite. En parlant de protection, s'il m'arrive quelque chose, et on peut avoir le cas de figure aussi avec des cadres dirigeants où justement il y a des expatriations avec voilà, le conjoint qui a arrêté de bosser, etc. Comment se passe la protection du conjoint dans le cadre d'une retraite? Ouais, c'est une très bonne question qui est soulevée à chaque fois. Vous avez en France un mécanisme qui s'appelle la réversion. C'est-à-dire que s'il vous arrive quelque chose, le conjoint survivant a le droit à une part de votre retraite. Alors là, je fais un aparté qui est extrêmement important. Ça ne fonctionne que pour les personnes qui sont mariées. Ça ne fonctionne pas pour le PACS, ça ne fonctionne pas pour le concubinage, qu'importe le nombre d'années où vous avez été ensemble. Du coup, ça amène des fois des situations un peu comiques où on a déjà déclenché au cabinet des mariages à l'âge de 58-60 ans pour une question de protection, parce que ça arrive qu'il y ait une personne qui va potentiellement sacrifier une partie de sa carrière au profit de l'autre. Et du coup, voilà, la réversion est la première protection que vous pouvez avoir pour votre conjoint. Et peu importe le type de contrat, hein, on est bien d'accord, de mariage. Oui, qu'importe le type de contrat. Okay. L'important, c'est d'être marié. Okay. Et donc, du coup, ensuite, comment ça se passe dans les faits? Prenons donc le cas du cadre dirigeant. Vous avez deux caisses. Votre caisse de base, comme on disait tout à l'heure, assurance retraite et Agirc Arrco. À l'assurance retraite, le conjoint survivant aura le droit à 54% du montant de la retraite. Donc, on disait tout à l'heure, par exemple, 20 000 euros bruts par an. Votre conjoint survivant aura le droit à 54% de ça. Et à l'Agirc Arrco, c'est 60%. Okay. Il y a une limite à ça quand même qui est importante, c'est qu'à l'assurance retraite et dans la plupart des caisses de base, vous avez des limites de revenus pour le conjoint survivant. À l'assurance retraite, la limite est d'à peu près 23 000 euros bruts par an. C'est-à-dire que si le conjoint survivant a lui-même, par exemple, une retraite de l'ordre de 30 000 euros, il n'aura pas le droit à la réversion de l'assurance retraite. Donc attention quand vous faites vos projections et vos calculs. En revanche, à l'Agirc Arrco, et c'est ça qui est important parce qu'on le disait tout à l'heure, c'est là où vous avez le plus gros de votre retraite. Voilà. Là, dans ces cas-là, vous avez 60%, qu'importe le montant de revenus du conjoint survivant. Et attention, je précise, la réversion n'est pas automatique. Vous devez la demander. C'est comme la retraite, c'est jamais automatique. Donc il faut faire très attention, on a des gens qui malheureusement attendent parfois des mois ou des années. Quand vous attendez que quelques mois, vous pouvez avoir un paiement rétroactif de l'administration à la date du décès de la personne. Mais si vous attendez trop, on vous paiera votre réversion à la date où vous la demandez. Mais là, tu parles du cas en fait où la personne est déjà à la retraite et déjà reçoit les montants. Mais si quelqu'un, avant de pouvoir déclencher donc les 172 trimestres ou l'âge légal, décède, comment se passe pour le conjoint survivant C'est la même chose. La limite est que la plupart des caisses imposent un âge minimum pour la personne survivante. C'est-à-dire que vous ne pourrez commencer à percevoir la réversion dans la plupart des caisses qu'à partir de 55 ou 60 ans. Donc même en activité, le conjoint peut recevoir... Bien sûr, bien sûr. Mais si vous arrive, si jamais vous perdez votre conjoint et que vous avez 45 ou 50 ans, vous devrez patienter un certain nombre d'années pour pouvoir réclamer cette réversion. Et c'est là où, encore une fois, ce n'est pas automatique, il faut la demander. Et il ne faut pas oublier de la demander à partir de votre âge. Et ça, il faut se renseigner caisse par caisse et situation par situation. Et le conjoint survivant arrivant lui-même à la retraite, il va cumuler les deux... Exactement, il cumulera sa retraite avec la réversion. Ok, très bien. Alors après, je sais qu'il existe aussi des décisions à prendre sur le rachat des trimestres. Donc là, est-ce que tu peux nous en dire un peu, quelques mots? Bien sûr. Le rachat de trimestre, c'est très classique. La règle est qu'en France, on peut racheter jusqu'à 12 trimestres, c'est-à-dire 3 années. Ce rachat, attention, vous pouvez le faire qu'une seule fois dans votre vie. Donc on a déjà eu le cas, on a des gens qui ont procédé à des rachats alors qu'ils étaient jeunes et ils ont racheté 3-4 trimestres comme ça. On n'a pas pu procéder à un nouveau rachat plus tard. Bref, on peut le faire qu'une seule fois. Le montant du trimestre va dépendre de votre âge. Plus vous rachetez tard dans votre carrière, plus votre trimestre va être cher. Pour faire simple, la fourchette est, on part d'à peu près 1 000 euros quand vous avez 20-25 ans et on monte jusqu'à à peu près 4 000-4 500 euros quand vous avez 60-62 ans. Notre conseil est ne procédez pas à des rachats trop tôt. On a plein de gens jeunes qui nous disent mais est-ce que je ne devrais pas racheter à 25-30 ans? Si c'est moins cher, c'est contre-intuitif. Oui, mais pourquoi? Parce qu'en fait, c'est très compliqué d'anticiper sa future carrière. Quand vous avez 25 ans et que vous voulez vous lancer dans un rachat de trimestre, vous ne savez pas par exemple combien d'enfants vous allez avoir dans votre vie. Si vous vous retrouvez avec 5 enfants et que vous partagez par exemple les trimestres avec votre conjoint, vous aurez peut-être trop de trimestres et à 60 ans, vous aurez déjà vos 172 trimestres et vous aurez procédé à un rachat inutile. Pareil, vous faites un au revoir président.
et vous arrêtez totalement de travailler à 55 ans. Et ben peut-être que c'est plus intéressant financièrement de complètement arrêter de cotiser, vous avez racheté des trimestres pour rien. Et puis ensuite, bon là je fais la passe à Nicolas Seignol qui interviendrait s'il était là, il vous dirait oui mais à 25 ans, 1000 € le trimestre, vous en rachetez 12, c'est 12 000 €. Est-ce que c'est pas plus intéressant d'investir 12 000 € sur 40 ans? Ah. Donc c'est pour ça qu'on déconseille. Et oui, et puis il y a une dernière chose aussi, c'est les changements législatifs. On l'a vu avec le passage de 62 à 64 ans. Il y a des gens qui ont racheté des trimestres pour pouvoir partir à taux plein à 62, 62 ans et demi, 63 ans. Et bim, ils vont se passer avec un passage à 64. Ouais. Et d'ailleurs, si on a des gens qui nous écoutent qui sont dans cette situation-là, l'État vient d'ouvrir les procédures de remboursement. Faites attention, c'est limité dans le temps pour pouvoir demander votre remboursement de trimestre. Et le problème, c'est qu'on va vous rembourser en plus à l'euro. Donc, si vous avez acheté ça il y a 10 ans, il n'y aura pas de revalorisation du montant, quoi. Donc, okay. Donc vraiment, notre conseil, c'est, oui, dernier point, le rachat de trimestre est déductible de votre base imposable. Donc c'est à anticiper, parce que ça peut paraître très cher, 12 trimestres à 4 000 €, ça va vous faire 48 000 € de rachat, mais attention, si vous êtes en tranche marginale d'impôt à 41 ou 45%, vous allez retirer presque la moitié du montant. Et votre 48 000 € de rachat de trimestre, il va in fine peut-être que vous en coûter 27, 28 ou 30 000. Donc racheter des trimestres va me permettre d'aller plus vite vers la retraite et donc recevoir les flux de cash entrants. Exactement. Mais en revanche, ça n'a aucun impact sur l'âge légal. Aucun impact sur l'âge légal. L'âge minimum sera toujours le même et en fonction de votre année de naissance, il sera soit à 62 ans, soit dans la période de transition qu'on a en ce moment entre 62 et 64, soit pour les personnes plus jeunes, 64 ans. Ok, donc si finalement on voit ces rachats comme un investissement défiscalisé parce que tu as dit qu'on pouvait le déduire de la base imposable, quel est ce retour sur investissement? Est-ce que vraiment ça vaut le coup? Si jamais j'ai cet argent-là, est-ce qu'il vaut mieux que je le place là-dessus ou est-ce qu'il vaut mieux que je le place sur des actions Exactement. C'est pour ça qu'on pose les chiffres. Et en fait, le cas très classique qu'on va avoir, c'est j'ai décidé d'arrêter de travailler à 63 ans et j'ai 60 ans. Donc je suis à 3 années de la retraite. Mais à 63 ans, je n'ai par exemple que 160 trimestres sur les 172. Donc il m'en manque 12. Est-ce que je procède à un rachat et du coup je peux avoir à 63 ans ma retraite à taux plein, sans décote? Ou est-ce que j'accepte une retraite avec des cotes, mais je ne procède pas au rachat? Et ça, la réponse, elle va dépendre du cas par cas. Mais ça se pose, les chiffres se posent, et on peut dire concrètement à partir de quel âge à peu près on a le point de bascule. Vous faites un investissement de 48 000 € qui sera déductible, donc en réalité plutôt 25 000 €. Ces 25 000 € que vous avez investis à 60 ans, ils vous permettront d'avoir par exemple 500, 600 € de retraite en plus tous les mois. Eh bien, combien de mois, combien d'années je vais mettre pour récupérer mon investissement? C'est ça, parce qu'en fait, la manière il faut le voir, bon déjà, ça dépend de l'espérance de vie. Exactement. Que plus je vis longtemps, plus l'investissement aura valu la peine, c'est ça? Exactement. Parce qu'en fait, je décaisse pour racheter, mais en revanche, je commence à rentrer de l'argent plus tôt. Exactement. C'est ça. Enfin, au même âge, mais de manière plus importante. C'est-à-dire que si vous aviez décidé 63 ans, c'est simplement qu'au lieu d'avoir 2500 € de retraite avec une décote, vous aurez 2800 € grâce au taux plein. Okay. Donc vous avez ce décalage de 300 €. Et donc j'ai besoin d'un certain nombre d'années pour que ça me rembourse. Pour amortir l'investissement. Exactement. Et donc ça, vous êtes en mesure de faire les calculs pour bien sûr. Et on pourrait ça un temps. Et d'ailleurs, tu parlais de l'espérance de vie, Laurent. Si on fait ces calculs comme tu as pu le faire toi de ton côté sur Excel ou autre, bien partir du principe que certes l'espérance de vie par exemple d'un homme en France aujourd'hui c'est 79,2 ans, mais un homme qui atteindrait 60 ans, son espérance de vie passe à 81 ans, 82 ans. Et un homme qui atteindrait 65 ans, son espérance de vie passe à quasiment 85 ans. Donc plus tu vis vieux, plus tu vis vieux, quoi. Plus tu vis vieux, plus tu vis vieux. Et exactement la même chose pour les femmes. Donc, mais dont l'espérance de vie de base est plus importante. C'est combien l'espérance de vie pour une femme? L'espérance de vie pour une femme aujourd'hui, elle est de quasiment 83 ans, je crois, à la naissance. Okay. Mais il y a eu une petite baisse qui était liée au Covid, donc il faudra attendre les nouveaux chiffres de l'INSEE pour avoir post-Covid. Okay. Bon, il y a une chose dont on a pas, alors un tout petit peu parlé, mais c'est la réforme. Est-ce qu'il y a des choses, enfin quelqu'un qui n'était pas au courant déjà avant la réforme ne le saura pas plus après la réforme, mais en gros pour ceux qui suivaient, quels sont les grands changements? Est-ce que c'est acté, qu'est-ce qui est sûr, pas sûr, qu'est-ce qui peut encore bouger? Bon, là, la réforme, elle a été, j'ai envie de dire votée, mais elle n'a pas été votée puisqu'elle est passée en 49.3, mais en tout cas, elle a été passée à l'Assemblée nationale, donc c'est sûr que juridiquement, elle est valide, quoi. Juridiquement, elle est valide. Ce qui se passe en ce moment, dont on entend parler, c'est l'adoption des différents décrets d'application
qui sont publiés au fur et à mesure. Parce qu'en fait, la loi, si vous faites l'exercice, d'ailleurs je vous invite à ne pas le faire, de la prendre dans son texte comme elle a été validée par le 49.3, c'est assez illisible, on n'a pas trop d'implication. Donc voilà, donc là les décrets d'application sortent. Donc si jamais vous n'avez pas trop suivi ce qui s'est passé avec la réforme, en tant que cadre, il y a à peu près 3 impacts que vous allez avoir. Le premier, on en a parlé longuement, c'est ce passage de l'âge minimum de 62 à 64 ans. Attention, il y a une compensation parce qu'à côté de ça, la carrière longue, avant on avait 2 systèmes de carrière longue, c'est vous avez travaillé entre guillemets avant vos 16 ans ou avant vos 20 ans, et ça a été transformé en 16 ans, 18 ans, 20 ans et 21 ans. Là où on avait 2 cas, on est passé à 4 cas. Ça, c'est les républicains qui ont beaucoup négocié ça. Donc l'impact, c'est 62-64 et la carrière longue. Le deuxième impact, c'est ce que vous avez probablement entendu parler, qui est l'accélération de la réforme Touraine. Alors, pour faire simple, le nombre de trimestres augmente progressivement d'année en année pour aller jusqu'à ce qu'on disait tout à l'heure, 172. Mais si vous êtes né dans les années 60, vous n'allez pas forcément avoir 172 trimestres à valider. Et cette augmentation progressive, le gouvernement l'a accélérée. C'est-à-dire que maintenant, toutes les personnes nées à partir de 1966 devront valider 172 trimestres. Alors qu'avant, ça ne s'appliquait que pour les personnes nées à partir de 73. Vous voyez qu'il y a eu une accélération là-dessus. Donc âge minimum, carrière longue, nombre de trimestres. Et le dernier impact qui peut être extrêmement intéressant, c'est lié au cumul emploi-retraite. Alors là, on n'en a pas encore parlé, Laurent, mais retraite ne signifie pas forcément arrêt d'activité. Vous pouvez très bien, en France, percevoir votre retraite et continuer une activité. C'est le cumul emploi-retraite. Il en existe 2 sortes, c'est très simple. Soit vous avez tous vos trimestres et vous êtes en cumul total, soit il vous manque des trimestres le jour où vous demandez votre retraite et vous êtes en cumul partiel. Je vous déconseille fortement de demander votre retraite avec un manque de trimestres alors que vous avez comme projet de continuer de travailler. Bah oui, autant continuer à aller jusqu'au taux plein. Oui, parce qu'en fait, vous allez avoir deux limitations qui sont extrêmement importantes. La première, c'est que si vous voulez continuer chez le même employeur, on va vous imposer une période de carence de 6 mois. Vous devrez attendre 6 mois pour pouvoir retourner chez le dit employeur. Et la deuxième, c'est vous ne pouvez pas gagner plus à la retraite que ce que vous gagnez avant la retraite. Donc pour faire simple, votre rémunération était de 100 000 euros avant votre retraite. Vous demandez votre retraite, donc à taux minoré, vous avez 50 000 euros de retraite, et ben vous ne pourrez pas gagner plus de 50 000 euros de revenus, parce que 50 plus 50, 100. Vous ne pouvez pas dépasser votre rémunération avant la retraite. Ça, c'est le cumul partiel. Donc on le déconseille dans le cadre des cadres. Le cumul total, avant la réforme, vous étiez déplafonné de vos revenus. Donc vous pouvez percevoir vos 50 000 euros de retraite et vos 100 000 euros de revenus. Et par contre, l'impact que ça avait, c'est que vous étiez obligé de continuer à payer des cotisations sociales et elles étaient payées à ce qu'on appelle fonds perdus. Ça n'améliorait pas votre retraite. C'est-à-dire que vous demandez votre retraite, vous avez 3 000 euros de retraite, vous poursuivez votre activité, vous payez des cotisations, vous gardez 3 000 euros de retraite. D'accord. C'est pour ça que quand vous êtes cadre et vous êtes dans cette situation-là, ça peut être intéressant de négocier avec votre entreprise pour peut-être créer votre société et facturer plutôt du conseil et payer moins de cotisations. Et voilà. La réforme des retraites, ce qui est intéressant, c'est que ça va permettre maintenant de continuer à payer des cotisations et valider des nouveaux droits. Donc techniquement, ce qui devrait se passer, on attend aussi les décrets d'application là-dessus, vous demanderez votre retraite à un instant T, par exemple 64 ans, vous aurez 3 000 euros de retraite, vous continuez à travailler par exemple 4 ans jusqu'à 68 ans, à 68 ans, vous redemanderez à nouveau votre retraite et on mettra à jour votre retraite du fait des droits que vous avez validés pendant les 4 dernières années. Et du coup, votre retraite passera peut-être de 3 000 à 3 500 euros. Donc ça, c'est extrêmement intéressant pour les cadres. Attention, l'État a mis en place une limite qui est que même dans le cadre du cumul total, ils vont imposer un délai de carence de 6 mois. Donc, vous ne pourrez pas continuer chez le même employeur quand bien même vous avez tous vos trimestres et vous voulez faire du cumul total. Après, si vous êtes dans un grand groupe, il y a peut-être la possibilité d'être embauché par une autre structure juridique du groupe. Enfin voilà, il faudra voir les différentes modalités. On attend aussi le décret là-dessus. Mais voilà, ça c'est le cumul emploi-retraite. Okay. Et les 3 impacts de la réforme qu'on a détaillés. Ok. Donc très bien, c'est clair. Donc on voit au moins qu'il n'y a pas que des sujets négatifs sur la réforme, qu'il y a aussi des sujets pour les cadres, en tout cas des sujets qui sont positifs. Ok, donc là on voit qu'il y a quand même beaucoup d'informations, beaucoup de chiffres, mais que c'est intéressant pour un cadre de pouvoir faire ces évaluations pour pouvoir construire son business plan, qui est un peu le sujet dont on avait parlé avec Nicolas. Et donc
on se rend compte aussi que quelque part, peut-être sans le savoir, en tout cas de manière non consciente, au début très jeune, on a commencé à faire le plus gros investissement de notre vie, on va dire. Et donc c'est intéressant de savoir combien ça va rapporter à partir de quand. Et puis de comprendre aussi qu'en fait, il y a encore des décisions à prendre. Alors, soit si vous avez des enfants en bas âge, là, en fait, on voit qu'on peut avoir des bonus assez rapidement. Mariez-vous, faites des enfants, et puis faites des simulations, je vais dire, pour voir justement si quand on approche, il y a des choses à faire. Exactement. Et avant de faire des simulations, regardez votre relevé aussi. C'est pareil, quand vous êtes sur votre site de l'assurance retraite et de l'info retraite, vous pouvez télécharger votre relevé de carrière. Vous verrez, c'est pas très compliqué. Vous avez les caisses auxquelles vous avez été affilié, tous les droits que vous avez validés, trimestre et points, et vous avez tout à la fin tous vos employeurs, date à date, avec vos rémunérations. Et bien la première étape que vous pouvez faire, qu'importe votre âge, même si vous avez commencé à travailler il y a 2 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, vous téléchargez votre relevé de carrière, vous vérifiez que tous vos employeurs sont présents, que les rémunérations sont les bonnes, que votre service national n'est pas manquant et ainsi de suite. C'est très commun le service national manquant. À savoir pour les femmes qui téléchargeront leur relevé de carrière, vous n'aurez pas les enfants sur le relevé de carrière. Il faut en faire la demande si vous voulez qu'ils apparaissent sur votre relevé. Donc, pas de panique. Oui, mais tu as un délai minimum, un délai non, pour demander. Donc si jamais c'est le délai passé que les enfants sont nés il y a longtemps, c'est perdu, non? Non, sur le relevé de carrière, parce que les femmes, dans tous les cas, on leur attribue les trimestres. Ils ont les 4 trimestres de maternité, les 4 trimestres d'éducation. Ah, ce qu'on peut faire en fait, c'est le répartir entre... On peut le répartir avec le père les trimestres d'éducation, mais on peut aussi les faire apparaître sur le relevé. Quand une femme télécharge son relevé, elle n'a que ses trimestres d'activité sur le relevé. Elle n'a pas les trimestres pour enfants. Du coup, pour se projeter, des fois, on a malheureusement le cas de femmes qui viennent nous voir à 65-66 ans en nous disant voilà, j'ai le taux plein, je voudrais prendre ma retraite dans 6 mois. Et en fait, on leur demande si elles ont eu des enfants. Oui, 2, 3, 4. Et vous vous rendez compte qu'elles auraient pu demander leur retraite à taux plein il y a déjà 2, 3, 4 ans. Donc ça, attention, ça n'apparaît pas sur le relevé. Donc mon conseil, c'est vraiment emparez-vous du sujet de la retraite. Comme l'a dit Laurent, c'est probablement votre plus gros investissement tout au long de votre vie. Allez télécharger votre relevé, allez vérifier les informations. Si vous constatez une erreur, vous pouvez corriger ces erreurs auprès de l'administration, uniquement à partir de 55 ans. Si vous êtes plus jeune que 55 ans, il faudra patienter. Et n'oubliez pas que la charge de la preuve pèse sur l'administré. Ça veut dire que s'il y a une erreur dans votre relevé, c'est à vous de le justifier à l'administration. Donc conservez bien vos fiches de paye. Ok, écoute Hugo, merci beaucoup. On voit qu'il y a plein de choses. Déjà, on comprend un petit peu mieux tout ce jargon, toute cette black box justement qu'on a un peu exploré. On voit qu'il y a des choses à faire. Donc là, je pense qu'avec la petite heure qu'on a passée, il y a déjà pas mal de choses à faire. L'objectif, c'était pas de faire de la pub pour toi, pour ton cabinet, mais j'imagine qu'après avoir écouté ça, il y a des gens qui voudront en savoir plus et peut-être traiter plus l'aspect personnel et qui se sentent pas de faire les choses tout seul. Est-ce que là, comment on peut te joindre si quelqu'un a besoin d'aide? Oui, bien sûr. Il y a 2 types d'aides qu'on apporte. Un tiers de notre travail, c'est l'accompagnement administratif. Donc, c'est aider les gens à demander leur retraite ou la réversion ou corriger leur carrière. Et les 2 tiers, c'est réaliser des études retraite complètes. Et ça, il faut le faire à partir de 45-50 ans. C'est là où c'est très intéressant parce qu'on a encore un effet de levier de 10-15 ans avant de prendre sa retraite. Et du coup, si les gens souhaitent nous contacter, ils peuvent me contacter via LinkedIn. Il y a donc le nom dans le podcast. Ok, je mettrai tout ce qu'il faut dans... Ok, très bien, merci beaucoup. Je ne sais pas si tu as d'autres conseils, d'autres ressources peut-être à donner, des choses qui sont bien faites sur... Avant d'aller sur la consultation personnelle, s'il y a des choses qu'on peut trouver qui sont... Honnêtement, il y a énormément d'informations qui sont données par l'État, mais il y a aussi énormément d'informations qui sont données par d'autres sites. Comme toujours, je vous invite à lire les sites de l'État. Les 2 sites qui vont vous intéresser, donc c'est l'assurance retraite et info retraite. Okay. Et si sur un point vous voulez creuser, par exemple le cumul ou la carrière longue, allez sur le site législation CNAV ou service public. Et là, vous tapez donc votre recherche et vous aurez toutes les informations. Et la plupart du temps, c'est extrêmement bien fait. Ok, très bien. Merci beaucoup pour ça. Donc, c'était extrêmement intéressant. Donc, c'était plus long que d'habitude, mais peut-être que je ferai 2 épisodes et au lieu d'un, pour avoir une pause au milieu. Et je pense que tout était utile. Donc, vraiment, merci beaucoup pour ça, parce que tu as été très généreux. Merci et je pense que ça va. Même les néophytes, je pense, vont trouver des informations qu'ils ne connaissaient pas. Voilà, merci beaucoup. À très bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye. Alors voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas et que vous pensez que ce podcast mérite d'être mis en avant, voilà ce que vous pouvez faire et qui m'encouragera à continuer mon travail. C'est hyper simple.
Le plan se résume en 3 lettres. CNP, commenter, noter, partager. En effet, quand vous me laissez un commentaire, si vous me mettez 5 étoiles et que vous partagez à tout votre réseau, alors les algos de plateforme vont me faire remonter en flèche dans les classements et mon podcast sera proposé à un plus grand nombre d'auditeurs. Bon, je compte sur vous et n'oubliez pas, si vous ne voulez pas louper le prochain épisode, enregistrez-vous vite sur aurevoirprésident.com pour être averti dès qu'il sort. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, prenez bien soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye.